Après avoir abordé des sujets assez polémiques, on va s'attarder sur d'autres plus sympathiques, car le but de cette émission n'est pas de causer politique, mais de s'instruire. Et pour commencer, on va parler de l'évolution de l'armement et des stratégies militaires à travers l'histoire. Yay! Le plan de cet épisode sera relativement simple, je vais lister les armes, autant de corps à corps qu'à distance, dans l'ordre chronologique jusqu'à arriver à nos jours. Cet EVP sera en 2 épisodes, à cause du grand nombre d'éléments à traiter. Le prochain sortira dans une semaine. Nous allons donc commencer par la préhistoire. On situe l'apparition de l'espèce humaine il y a environ 200 000 ans. Si vous vous demandez voilà un petit peu à quoi ressemble notre arbre généalogique. Pour la préhistoire, il va être difficile d'être précis quant à l'apparition des armes, car étant composées d'éléments organiques, surtout du bois, le temps les a largement décomposés, le fer ne faisant son apparition que bien plus tard. Heureusement, le temps n'a pas tout effacé, on a pu retrouver des pointes de lance en bois qui dateraient de plusieurs centaines de milliers d'années, donc d'avant l'apparition de notre espèce. Ces dernières étaient très rudimentaires, un manche en bois, avec comme pointe le plus souvent le bois taillé et durci au feu, et rarement une pointe en pierre fixée. Elles servaient principalement à la chasse et étaient soit plantées à la main, soit lancées sur des cibles suffisamment grosses pour ne pas être ratées, car oui, elles ne devaient pas être très précises. Les lances seront améliorées plus tard, à partir de moins 40 000. Elles seront faites avec des os d'animaux morts, étant solides et facilement travaillables. À ce moment-là naît la sagaie. À mi-chemin entre la lance et le javelot, elle possède une pointe en os et une arme de jet très efficace. Plus tard sera inventé le propulseur, un objet créé il y a 20 000 ans, afin de lancer les sagas plus efficacement, leur donnant plus de vitesse et par définition plus d'impact. La hache daterait d'entre 50 et 45 000 ans, c'était une simple pierre taillée fixée sur un manche avec de la résine. Elle n'a pas beaucoup servi au combat, car comme dit précédemment, à l'époque on se battait surtout contre les animaux, et il est moins dangereux d'empaler un animal en se tenant à 1 mètre de lui que de le frapper à la hache en étant juste à côté. L'arc aurait été inventé il y a 10 000 ans, pour chasser des animaux plus petits, car les plus grands auraient disparu à cause d'un bouleversement écologique. Les pointes de flèche auraient été en pierre et fixées avec de la résine au bâton de bois, comme des haches. La fronde aurait été inventée à peu près au même moment que l'arc, son fonctionnement est plutôt simple. Tout d'abord on place un projectile, cailloux, etc. et on fait virevolter le tout avant de lâcher une languette afin de laisser partir le projectile. Cela demande de l'entraînement mais s'avère efficace. Pour finir, parlons des bolas. Je ne sais pas si on peut réellement appeler ça une arme, mais je vais quand même vous en parler. Les bolas sont plusieurs masses sphériques reliées par des cordelettes servant à attacher les pattes d'animaux, en les lançant dessus. Ainsi se clôt l'armement de la préhistoire. Je n'ai pas parlé des gourdins, car il n'y a pas grand chose à en dire, ainsi que des sarbacanes, car je n'ai pas réussi à trouver suffisamment d'informations pour que ce soit intéressant. Abordons maintenant l'Antiquité. À partir d'ici, les armes se multiplient sous de nombreux styles différents, mais conservent la même base. Je ne vais donc pas toutes les citer, j'essaierai d'être exhaustif sans pour autant être répétitif. Enfin, je les listerai par peuple. Commençons par les Grecs. Les Grecs utilisaient beaucoup les armes d'astes, notamment les piques, pour les phalanges, formation vedette des Grecs dont j'ai déjà expliqué le fonctionnement dans le premier EVP. Ils utilisaient aussi beaucoup les lances, qui faisaient partie de l'équipement de l'hoplite. À cette dernière se rajoutait l'épée grecque, qui inspirera le glaive romain, et enfin le bouclier, qui variera beaucoup de formes et de matériaux avec l'évolution des armes et des styles de combat. Ils possédaient aussi des armes de trait, l'arc, mais aussi une autre plus particulière, la castrophète, une sorte d'arbalète qui se rechargeait en faisant appui sur le ventre pendant qu'on tirait la corde. Elle aurait inspiré les arbalètes évidemment, mais aussi les catapultes. Ils utilisaient aussi les frondes et les javelots. Pour en finir avec les Grecs, parlons stratégie. Le gros des troupes fait la ligne de front, ce sont les fantassins au corps à corps, les hoplites avec des piques ou des lances plus courtes. Le reste des troupes était composé d'infanterie légère à distance qui tirait sur l'ennemi avant de se replier derrière les fantassins une fois le combat au corps à corps engagé. A ce moment-là, la cavalerie tente de déborder les fantassins ennemis par les flancs afin de s'attaquer aux tireurs ennemis et d'attaquer les fantassins par derrière. Maintenant, parlons des Romains. Leur équipement est bien plus réduit que les autres peuples car ils ne comptent que celui du légionnaire, équivalent dans l'armée chez les Grecs des hoplites. Le légionnaire ne possède donc que le glaive, inspiré des Grecs, le grand bouclier rectangulaire qui leur permettait de se protéger de la plupart des attaques à distance autant qu'au corps à corps, et enfin les javelots que lançaient les légionnaires avant que l'ennemi n'arrive au corps à corps. Les légionnaires formaient les 3/4 d'une légion, voire plus. Néanmoins on ne peut gagner qu'avec des fantassins. Les Romains se servaient alors des peuples qu'ils avaient conquis pour combattre avec eux. C'étaient les forces auxiliaires. Elles formaient la cavalerie et les tireurs. Cependant, les Romains utilisaient beaucoup d'armes de siège, notamment les balistes pour les sièges de cités fortifiées, et les scorpions pour les champs de bataille. Et ces armes étaient maniées par des Romains. Leur stratégie était nombreuse, leur permettant de combattre toutes sortes d'ennemis. Ils utilisaient aussi le système de rotation, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, la première ligne de légionnaires reculait et laissait sa place à la seconde. Ainsi les blessés quittaient le combat, et les valides se reposaient jusqu'à que leur tour revienne. Avec cette technique, les Romains présentaient des troupes fraîches avec un bon moral aux ennemis qui eux ne se reposaient pas et qui finissaient par fatiguer et céder.
Cela permettait aux Romains de subir peu de pertes, voire même parfois de ne pas subir de pertes du tout. En formation, c'étaient les meilleurs. Cependant, désorganisés, ils ne valaient pas mieux que n'importe quel combattant. C'est pour ça qu'ils ont subi de grandes défaites dans les sombres forêts de l'Allemagne actuelle, lors d'embuscades que leur tendaient les Germains. Les Germains, peuple de l'ouest du Rhin, ils utilisaient des épées, des boucliers, des haches, ainsi que des arcs et des haches de lancer, qui s'utilisaient à une portée de 10 mètres. Enfin, ils utilisaient aussi la framée, une lance pouvant aussi servir d'arme de jet. La guerre était leur première préoccupation. L'homme n'exerce en général que cette seule activité, car à ses yeux, c'est paresse et lâcheté que d'acquérir par sa sueur ce qu'il peut obtenir par son sang. Ils utilisaient en général la formation en coin, ils n'utilisaient pas de formation du tout. Allons faire un petit tour en Asie, plus précisément en Chine, pour parler un peu du shukonu. Si vous ne la connaissez pas, imaginez une arbalète à répétition. Non, pas celle de Van Helsing. Le shukonu est probablement l'arme à trait avec la plus grande cadence de tir ayant existé. Vous pouvez tirer 10 traits en 15 secondes, soit l'intégralité du chargeur. Possédant une faible capacité de pénétration, les carreaux étaient souvent empoisonnés. Comme pour la préhistoire, je ne vais pas évoquer des éléments faute de renseignements pertinents. Ces derniers sont les chars, non, pas ceux-là, oui, voilà, et l'utilisation des éléphants pour la guerre notamment. Débutons maintenant le Moyen-Âge. À cette époque, les armes sont relativement répandues. Je les listerai donc uniquement par ordre alphabétique. Au fait, vous aurez remarqué que je n'ai pas évoqué les armures. Étant assez simples durant l'Antiquité, et carrément inexistantes avant, elles se développent énormément durant le Moyen-Âge. Comme je viens de le dire, les armures se sont beaucoup développées, notamment les armures de plaques et bien d'autres que les arcs et les autres armes de trait ou de jet n'arrivaient pas à percer ou alors avec grande difficulté. L'arbalète naît de ses ancêtres, d'abord grecs puis latins, afin de proposer un compromis. Mais l'arme étant si efficace, elle permettait de tuer des chevaliers en un seul coup, qui je le rappelle disposaient d'armures parmi les plus lourds. Devant une telle puissance, la chevalerie se mit à détester ces armes, considérant que l'arbalète, qui n'exige pas une grande formation, permet à des soldats peu aguerris de tuer de loin un chevalier en armure. Le clergé estime que c'est une arme immorale pour le peu de courage et de formation qu'elle exige de celui qui la manie. Elle fut donc interdite, le pape lui-même menaçant d'excommunication quiconque en fabriquerait ou s'en servirait. Malgré le risque, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, respectivement roi d'Angleterre et roi de France durant la deuxième moitié du XIIe siècle, se servirent d'unités d'élite spécialisées dans l'utilisation d'arbalètes. Le plus drôle est que Richard lui-même mourut d'un tir d'arbalète. La baliste, encore un peu utilisée, est vite remplacée par l'onagre, avant d'être à son tour rendue obsolète par l'avènement du trébuchet et du mangonneau pour les sièges. Venant d'Europe de l'Ouest, la bardiche, arme d'astre proposant un tranchant et une pointe, efficace contre la cavalerie, elle inspirera la hallebarde plus tard, peut-être plus efficace, mais bien plus jolie. La Claymore, à ne pas confondre avec la mine antipersonnelle, la Claymore est une arme à une main et demie. La particularité de cette arme est que son manche fait un tiers de la longueur totale de l'arme. Elle a été utilisée par les gens des Highlands en Grande-Bretagne, les Highlanders. L'espadon, à ne pas confondre avec le poisson, est une épée à deux mains, la plus grande utilisable jamais créée. Appréciée des mercenaires, elle était très répandue chez les soldats du XIVe siècle. Le fauchard est une arme d'astre inspirée de la faux paysanne, ayant la lame alignée sur la hampe, permettait de trancher et de planter. C'était une arme utilisée par les paysans ayant pris les armes, ou des soldats avec peu de budget. La flamberge est une épée à deux mains ayant une lame ondulée comme une flamme, qui permettrait de faire plus de dégâts et ayant une meilleure capacité anti-armure. Le fléau est une arme contondante, constituée d'un manche et d'une boule en métal reliée par une chaîne. Au passage, je vais vous expliquer brièvement les trois types d'armes blanches utilisées. Plus simple, le tranchant, servant à trancher la chair, permettant de tuer en tranchant la gorge ou une artère, ou d'immobiliser un adversaire en lui tranchant les muscles ou autres tendons. Moins efficace face à un adversaire en armure. Ensuite, les armes perforantes, ayant pour but de se planter directement dans un organe vital, cœur, poumon, etc., et présentant une relative efficacité face aux armures. Le danger de ces armes est que ce sont souvent des lances, très utiles tant que l'ennemi est devant l'arme, mais très dangereux s'il passe entre la pointe et le porteur, l'arme devenant inutile. C'est pourquoi les armes d'astre s'utilisaient exclusivement en groupe afin de présenter un mur de lance. Enfin, les armes contondantes ne présentent pas d'avantage particulier face à des ennemis sans armure, sans pour autant perdre en efficacité. Elles sont surtout utiles pour faire des dégâts à travers l'armure, permettant de briser les os des membres ou carrément le crâne. La masse d'armes, arme contondante, est l'équivalent du fléau sans la chaîne.
La miséricorde est une dague servant à achever les chevaliers en armure lourde. Son nom viendrait du fait qu'on accorderait miséricorde à l'adversaire en l'achevant, soit du fait que l'adversaire demande miséricorde en voyant la lame. La phalange ayant disparu, la pique, elle, subsiste toujours, afin de briser les charges de cavalerie, formant une sorte de phalange brouillonne. La vouge, arme d'ast, provenant encore d'un outil agricole, permettait aussi de stopper les charges de cavalerie en attaquant directement le cavalier ou en s'attaquant aux jambes du cheval. Comme pour l'Antiquité, faisons un petit tour en Asie. La poudre noire aurait été inventée pendant l'équivalent de notre Antiquité en Chine. Néanmoins, si je vous en parle maintenant, c'est que ce n'est qu'au Moyen-Âge que ces armes en seront pourvues, comme des grenades, des sortes de lance-flammes rudimentaires, ou encore des canons et des roquettes. Ces derniers furent inventés au XIVe siècle. Mais la poudre noire est connue depuis longtemps aussi dans le monde musulman via le commerce. Cet échange a permis l'apparition des grandes bombardes, par exemple. Finissons avec le Japon, notamment avec le katana. Le katana est un sabre de plus de 60 cm, symbole de la caste des samouraïs. Il est porté et glissé dans la ceinture à gauche, tranchant dirigé vers le haut. Il est utilisé d'une part en tranche, mais aussi en estoc. Ces derniers n'étaient pas que des armes, mais montraient aussi le rang de son porteur. Un samouraï. Un noble, en haut de l'échelle, servant l'empereur, disposant du coup de nombreux privilèges. Ces armes étaient donc toujours très belles, mais aussi très efficaces au combat. Ces deux éléments faisaient de leurs porteurs des gens respectés mais aussi craints. Revenons en Europe pour parler stratégie. Cette dernière à l'époque était plutôt particulière, les batailles rangées étaient assez rares. Le but des soldats était uniquement d'affaiblir l'ennemi en attaquant des cibles faibles, petits villages, convois, etc. Ils devaient surtout ne jamais s'engager dans des combats à grande échelle, uniquement de petites escarmouches comme des embuscades. Néanmoins, parfois l'affrontement était inévitable, et le choix était soit de se battre en plaine, soit de se retrancher dans un château. Dans le premier cas, les chevaliers jouaient un rôle prédominant, formant l'élite de chaque armée. Les unités à distance étaient aussi des unités importantes, voire plus importantes que la cavalerie, comme à Azincourt, où les archers anglais ont massacré une part de la chevalerie française. Dans le deuxième cas, la plupart du temps les assiégeants font durer le siège afin d'affamer les assiégés. Mais le fort peut posséder beaucoup de vivres. Le siège peut alors durer des années. La guerre biologique a d'ailleurs vu le jour dans ces situations. En effet, pour engendrer des maladies dans le fort, on y envoyait des cadavres porteurs de maladies. Si les assiégés ne se rendent pas, les assiégeants passent donc à l'assaut, mettant alors en œuvre les armes de siège. Le but étant de percer les murs et d'affaiblir les défenses, afin de pouvoir approcher sans se prendre une pluie de flèches incessante. Une fois à l'intérieur, les fantassins tuaient tous les défenseurs, prenaient des prisonniers s'ils en avaient l'envie, et décidaient de ce qu'ils allaient faire des civils qui s'y étaient réfugiés. Soyons honnêtes, c'était assez rare de voir des massacres de civils lors de conquêtes entre seigneurs ou rois voisins. Bah oui, c'est assez stupide de tuer sa main d'œuvre. Cependant, on sait tous comment s'amuser en faisant du mal aux gens, sans pour autant les tuer. Voilà, on en a fini avec le Moyen-Âge, on va s'arrêter ici pour cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.